a emmené sa petite fille pour une randonnée d'une journée dans les Smoky Mountains et n'est tout simplement jamais revenu, disparu dans les airs, malgré ses décennies d'expertise en milieu sauvage. Pendant 5 ans, les montagnes ont gardé leur silence, tandis qu'une mère attendait des réponses et qui ne venaient jamais. Jusqu'à ce que 2 étudiants, en géologie, descendent en rappel dans une crevasse isolée et trouvent des gants de quelque chose, portant le seul indice qui changerait tout. L'arbon marché de l'autel, une impression délavée d'un ours noir, semblait se moquer d'Akari Tanaka depuis le mur. À l'extérieur de la fenêtre de la petite chambre, située juste au-delà des frontières du parc national des Great Smoky Mountains, le soleil s'était vidé du ciel, laissant le crépuscule violet brumeux d'une soirée de début d'octobre. Il était 19h15, le 5 octobre 2018, 15 minutes après l'heure de retour convenue. Dans le monde, qu'elle et son mari, Kaito habitaient, un monde de mousquetons, de cartes topographiques et de planification méticuleuse, 15 minutes était une marge d'erreur acceptable. 60 minutes était une cause d'inquiétude. 90 minutes, le moment où le calme pratiquait d'Akari, une compétence affinée au fil des années d'aventure partagées, commençait à s'effilocher comme une corde d'escalade usée. Son mari n'était pas seulement un passionné, il était un disciple de la nature sauvage. Kaito Tanaka se déplaçait dans les montagnes avec une confiance tranquille qui frôlait la révérence. Il pouvait lire un paysage comme un bibliothécaire lit un livre, comprenant son langage de modèles de vent, de traces d'animaux et de changements subtils dans la végétation. C'était l'homme qui emportait 3 façons différentes d'allumer un feu pour une simple randonnée d'une journée, qui enseignait des cours de survie le week-end, qui croyait que la nature ne faisait pas d'erreur, seulement les gens. L'idée qu'il puisse simplement se perdre était presque inconcevable. C'est précisément pourquoi, alors que l'horloge sur la table de chevet dépassait 20h30, une terreur froide et lourde commença à s'installer dans l'estomac d'Akari. Ce n'était pas une erreur de calcul. Quelque chose n'allait pas. Elle avait leur fille de 14 mois, Luna. Cette pensée était une pulsation aiguë et douloureuse derrière ses yeux. L'expertise de Kaito était un bouclier. Mais avec Luna, sa prudence aurait été amplifiée 10 fois. Il aurait pris en compte du temps supplémentaire pour les changements de couche, pour l'agitation inattendue d'un bambin, pour la lenteur simple et délicieuse de montrer à sa fille un scarabée sur une feuille. Il aurait planifié leur randonnée d'une journée avec des marges de sécurité sur des marges de sécurité. Il ne risquerait jamais d'être pris dehors après la tombée de la nuit avec son enfant. À 21h, la terreur se solidifia en action. Ses mains étaient gestables, alors qu'elle composait le numéro du dispatch du parc national des Great Smoky Mountains. Elle avait refusé les congés de son propre travail d'architecte paysagiste. Une décision qui ressemblait maintenant à un cruel coup du sort. Ce voyage était censé être une expérience spéciale de liaison père-fille. Maintenant, elle était seule dans une chambre d'hôtel stérile, expliquant à une voix calme et désincarnée que son mari, l'expert et son bébé étaient portés disparus. Elle raconta méthodiquement les détails. Kaito Tanaka, 34 ans, Luna Tanaka, 14 mois, leur véhicule, une Subaru grise, était toujours sur le parking de l'hôtel. Son itinéraire prévu était un sentier moins fréquenté, mais bien établi du côté Caroline du Nord du parc. Il devait être de retour à 19h au plus tard. L'information la plus vitale qu'elle avait était sur son téléphone. Elle transféra le dernier message qu'elle avait reçu, envoyé ce matin-là à 10h32. C'était une petite explosion de vie numérique depuis le sentier, une poignée de photos et 2 courts clips vidéo. Dans une vidéo, on pouvait entendre la voix de Kaito, douce et heureuse, montrant un cerf à une Luna qui gazouillait.
Mais l'encre du message, l'image qui allait bientôt devenir le visage public de la disparition, était un selfie. Sur celui-ci, Kaito rayonnait son visage encadré par un bonnet tricoté vert vif et un tour de cou assorti. Ses lunettes de soleil reflétaient la canopée dense d'arbres et un éclat de ciel bleu brillant. Sur son dos, niché dans le cocon rouge vif d'un porte-bébé dernier cri, se trouvait Luna, ses yeux larges et curieux, regardant sous le bord d'un chapeau de soleil pâle. Ils avaient l'air heureux, en bonne santé et parfaitement à l'aise dans leur élément. « On fait du bon temps », disait le texte d'accompagnement. « Les montagnes se montrent dessous leur meilleur jour aujourd'hui. Je t'aime. » Au poste de rangée de Sugarlands, le rapport atterrit sur le bureau du rangé Valerius H. Vétéran, avec près de 30 ans de service, H avait un visage buriné, comme les affleurements de granit du parc lui-même. Il avait vu tous les types de problèmes que les Smokies pouvaient offrir. Des touristes en tongs se perdant à 100 mètres de leur voiture, aux randonneurs chevronnés disparaissant sans laisser de traces. Il prenait chaque appel au sérieux, mais un rapport impliquant un expert et un enfant avait un poids unique. Quant à un amateur à des ennuis, la cause est souvent prévisible. Quant à un expert comme Kaito Tanaka devenait silencieux, cela suggérait l'intervention de quelque chose de soudain, de puissant et d'impitoyable. Alors qu'il regardait le selfie souriant sur son moniteur, les couleurs vives et joyeuses de l'équipement de la famille contrastaient fortement avec l'obscurité grandissante à l'extérieur. La recherche, il le savait, devait commencer immédiatement. L'horloge tournait, et dans la vaste nature indifférente des Smokies mentants, le temps était la seule ressource qu'ils ne pouvaient pas se permettre de gaspiller. Les premières 72 heures de recherche de Kaito et Luna Tanaka furent un assaut soigneusement orchestré contre une nature sauvage peu coopérative. Le parc national des Great Smoky Mountains mobilisa ses ressources avec une efficacité pratiquée, établissant un vaste poste de commandement d'incidents au début du sentier où l'on pensait que Kaito avait commencé. L'air bourdonnait du vrombissement des rotors d'un hélicoptère pendant l'air frais du matin. Son modèle de recherche a un geste futile au-dessus d'une canopée si dense qu'elle était comme un toit vert solide. Au sol, des équipes de rangers et de volontaires formés se déployaient, leurs vestes aux couleurs vives disparaissant dans les bois en quelques secondes. Ils luttaient non seulement contre le terrain, mais contre la nature même des Smokies. Les montagnes sont un monde de verticalité et de tromperie. Les sentiers qui semblent simples sur une carte peuvent devenir des escalades dangereuses sur des rochers glissants et couverts de mousse. Les ravins plongent de centaines de pieds cachés par des fourrés de rhododendrons si enchevêtrés qu'ils sont connus des habitants comme des enfers. Le son ne voyage pas. Il est avalé par l'immense coussin vert du feuillage et un cri à l'aide pourrait ne pas porter à plus de 50 pieds. Les équipes de recherche se déplaçaient avec une lenteur méthodique, leurs yeux scrutant chaque centimètre du sol à la recherche d'un signe. Une branche cassée, un équipement tombé, une empreinte dans une flaque de boue, ils ne trouvaient rien. Kaito Tanaka, un homme qui vivait et respirait cet environnement, avait disparu aussi complètement qu'une brume matinale. Au 4e jour, la recherche s'était amplifiée, attirant des ressources des comtés voisins et des groupes de recherche et sauvetage bénévoles de tout l'État. Ils quadrillèrent des kilomètres carrés de nature sauvage, poussant plus profondément dans l'arrière-pays. Mais l'absence de tout indice initial était profondément troublante pour le ranger H. C'était une chose de ne pas trouver une personne. C'en était une autre de ne trouver aucune trace de son passage. Kaito, avec un bambin dans les bras, aurait laissé une piste, couche, emballage de nourriture, les simples perturbations du déplacement dans les bois. L'absence de ces preuves était un mystère en soi, une question silencieuse et lancinante au cœur de la recherche. Puis, dans l'après-midi du 6e jour, vint une lueur d'espoir.
Un volontaire, un ingénieur à la retraite nommé Marcus, travaillait sur un talus escarpé et boueux à environ 300 mètres du sentier supposé de Kaito. Son pied glissa, et alors qu'il attrapait une racine pour se stabiliser, ses doigts effleurèrent de quelque chose de froid et métallique dans la terre. Il le déterra soigneusement. C'était une boussole en laiton, lourde et ornée, sa face en verre fissuré et son aiguille figée en place. Elle était clairement ancienne, une relique d'une autre époque. Mais c'était un objet tangible, dans une recherche qui n'avait jusqu'à présent donné que du vide. La découverte envoyait une vague d'excitation à travers le poste de commandement. La boussole fut apportée au Ranger Ash, qui l'examina sous une lampe brillante. C'était une belle pièce d'histoire, non fonctionnelle. Et elle suscita une théorie convaincante, et ce qui semblait à l'époque parfaitement logique. Kaito était un expert, un survivaliste, et si son GPS moderne, son téléphone avait échoué, c'était plausible. Dans les creux profonds des Smokies, les signaux satellites et cellulaires étaient notoirement peu fiables. Un expert comme Kaito aurait sans aucun doute une sauvegarde. Et si cette sauvegarde était cette boussole antique, peut-être un héritage familial qu'il portait pour la chance. Et si, dans son moment de besoin, il avait découvert qu'elle était cassée. Cette théorie était séduisante, parce qu'elle expliquait l'inexplicable. Comment un maître des bois pouvait se perdre si désespérément? Ce n'était pas un échec de compétence, mais un échec d'équipement. Un point de désastre spécifique et compréhensible. Le récit semblait juste. Il peignait une image de Kaito, réalisant sa situation difficile, prenant une décision désespérée de faire confiance à un instrument défectueux qui l'a mené plus profondément dans la nature sauvage, loin de son chemin prévu et dans l'oubli. Cet objet unique remodela tout l'effort de recherche. Les grilles furent redessinées. L'attention se déplaçant de la route prévue de Kaito vers le vaste arrière-pays impitoyable, dans la direction où pointaient l'aiguille figée de la boussole. Pendant des semaines, les équipes explorèrent ce nouveau territoire, luttant contre le même terrain brutal, mais maintenant alimenté par une hypothèse spécifique, et bien que défectueuse. Mais la nouvelle zone de recherche donna le même résultat que l'ancienne. Rien. Finalement, un expert de la Société historique examina la boussole et conclut qu'elle datait probablement du début du XXe siècle, un artefact perdu sans lien avec le présent. La découverte qui avait fourni tant d'espoir n'était qu'un autre fantôme dans les montagnes, une fausse piste qui avait consommé du temps et des ressources précieuses. Alors que les semaines se transformaient en mois, la recherche officielle fut inévitablement réduite. Le poste de commandement fut démantelé, les volontaires rentrèrent chez eux, et les équipes de télévision nationale rangèrent leurs caméras. Et dans le vide d'information, un nouveau récit plus cruel commença à prendre forme. Cela commença dans les forums en ligne et les ragots locaux, un murmure qui devint une théorie plausible, bien que douloureuse. Kaito Tanaka était trop qualifié pour se perdre, raisonne-t-on. Il connaissait trop bien les bois, par conséquent, il ne s'était pas perdu du tout. Il avait disparu exprès. L'idée d'un survivaliste expert mettant en scène une disparition pour échapper à sa vie et vivre hors réseau était une histoire aussi vieille que les montagnes elles-mêmes. Elle présentait Kaito non pas comme une victime, mais comme l'auteur d'une tromperie cruelle. Ce changement de récit fut un deuxième coup plus personnel pour Akari. Elle se retrouva maintenant non seulement à pleurer son mari et son enfant disparus, mais aussi à défendre le caractère de Kaito contre une marée de suspicions publiques. Elle connaissait l'homme qu'elle avait épousé. C'était un père dévoué, un mari aimant. L'idée qu'il abandonnerait volontairement sa famille était une fiction qu'elle refusait d'envisager une seconde. Alors que le monde passait à autre chose, la recherche d'Akari ne s'arrêta jamais.
Elle utilisait ses économies pour embaucher des détectives privés, qui réinterrogèrent les témoins et réexaminèrent les maigres preuves. Les week-ends, elle se rendait elle-même au parc. Avec une carte étalée sur le capot de sa voiture, elle choisissait méthodiquement une section de sentier. Souvent une que la recherche officielle avait déjà dégagée et la parcourait d'un pas lent et délibéré. Elle ne cherchait plus son mari. Elle cherchait un signe, n'importe quelle petite chose qu'il aurait pu laisser derrière lui. Un morceau de tissu déchiré de sa chemise, un emballage de la collation préférée de Lana, elle se déplaçait dans les mêmes bois qui avaient englouti sa famille. Sa veille tranquille et solitaire, contrastant fortement avec l'opération massive et échouée qui l'avait précédée. L'affaire de vin froide, classée sous le poids de 1000 autres incidents du parc, ne laissant que le silence des montagnes et l'espoir inébranlable et déchirant d'une épouse qui refusait que ce soit le dernier mot. 5 ans, c'est long. C'est assez long pour que le deuil passe d'une blessure aiguë et criante à une douleur sourde et permanente. Pour Akari Tanaka, c'était une période marquée par des anniversaires silencieux, et l'espoir qui s'estompait, qui avait autrefois été un feu dévorant. Le parc national était passé à autre chose, le dossier sur Kaito et Luna Tanaka, accumulant une fine couche de poussière dans un bureau d'archives. Dans la conscience publique, ils étaient redevenus une pièce du folklore appalachien, une autre histoire de fantômes chuchotée autour des feux de camp. La théorie dominante restait celle d'une disparition délibérée. Un récit qui avait avec le temps été calcifié en fait accepté pour la plupart. Les montagnes avaient récupéré les leurs, comme elles le faisaient toujours. Puis vint le 1er août 2023, loin de tout sentier désigné, dans une section isolée et de haute altitude du parc connu pour ses dômes de granit monolithique et son terrain dangereux, 2 silhouettes se travaillaient, et méticuleusement, leur chemin à travers un vaste champ de rochers. Ce n'était pas de randonneurs au sens traditionnel. Ben Carter et Sarah Jenkins étaient uns étudiants en géologie de l'Université du Tennessee, passant leur été sur une bourse de recherche pour cartographier les modèles d'érosion du granit. Leur travail les obligeait à aller là où les autres n'allaient pas, à grimper dans des fissures et à descendre en rappel des faces rocheuses abruptes, leur monde étant celui des compas, des sacs d'échantillons et des marteaux géologiques. Ce fut Sarah qui le vit en premier. Perchée sur une corniche élevée pour obtenir un meilleur point de vue pour une photographie, elle scrutait le complexe enchevêtrement de rochers en dessous. Ses yeux, entraînés à remarquer des variations subtiles de couleurs et de textures, furent attirés par un éclair de quelque chose de non naturel. Au fond d'une fissure étroite et ombragée entre 2 rochers colossaux, il y avait une tache de rouge brillant et insistant. C'était une couleur qui n'appartenait tout simplement pas à cette palette de pierres grises, de lichen vert et de terre brune. « Ben, tu vois ça ?» appela-t-elle, pointant du doigt. En bas dans cette crevasse, on dirait un déchet. Ben se protégea les yeux et suivit son doigt. De leur angle, ce n'était qu'un éclat de couleur. Probablement un imperméable, déchiré ou quelque chose comme ça, répondit-il, concentré sur l'enregistrement d'une corde Negeps. Laisse tomber, on perd la lumière. Mais Sarah ne pouvait pas s'en défaire. Il y avait quelque chose dans la position de l'objet qui semblait délibéré, intentionnel. Ce n'était pas accroché à une branche ou posé librement sur la surface. Il était coincé, comme s'il avait été forcé profondément dans la roche, au-delà du simple principe de ne laisser aucune trace. Une puissante curiosité s'empara d'elle. Ils étaient de géologues. Leur profession était de découvrir ce qui était caché. Ils décidèrent d'enquêter. Atteindre la crevasse était un défi. Ils durent installer un ancrage temporaire et descendre en rappel d'environ 30 pieds sur la face rocheuse jusqu'à une corniche étroite et précaire.
La fissure était sombre et fraîche, l'air immobile et sentant la pierre humide. Elle faisait environ 3 pieds de l'argent haut, se rétrécissant en descendant. Et là, à environ 5 pieds, sous la corniche, sur laquelle il se tenait, se trouvait la source de la couleur rouge. Ce n'était pas une veste, c'était un sac à dos. Plus précisément, c'était un porte-bébé structuré haut de gamme, le genre que les parents randonneurs sérieux utilisent. Son tissu rouge vif était comprimé, serré étroitement par les murs de granit inflexibles. Des sangles et des boucles noires étaient de visibles, ainsi que le cadre rembourré, conçu pour garder un enfant confortable. La vue était immédiatement dérangeante. Un équipement de ce prix n'était pas quelque chose qu'une personne jetterait avec désinvolture. Et son emplacement était déroutant. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait simplement tomber. Pour arriver ici, il fallait des cordes, du matériel, et une raison spécifique d'être dans l'une des zones les plus inaccessibles du parc. Qui jetterait ça ici? Se demanda Ben, à haute voix, sa voix résonnant légèrement dans l'espace clos. Ce truc coûte probablement 500 $. Peut-être qu'il est tombé, suggéra Sarah. Mais même en le disant, cela ne semblait pas juste. La crevasse était trop étroite, trop protégée. Il passait l'heure suivante dans une extraction frustrante et délicate. Ben dut se baisser davantage dans la fissure, son corps coincé contre la roche froide, tandis que Sarah le guidait d'en haut. Le sac à dos était coincé avec une force incroyable. Ils durent le bercer soigneusement d'avant en arrière, le travaillant lentement pour le libérer de l'emprise du granit. Finalement, avec un grand effort, Ben le tira. Il était étonnamment lourd, non seulement d'être humide, mais comme s'il contenait plus que son propre poids. Ils le glissèrent sur la corniche, leurs mains sales et leurs bras douloureux. Une fois qu'il fut à l'air libre, ils l'examinèrent de plus près. Il était usé, certainement, mais pas détruit. Le tissu rouge était décoloré à certains endroits, mais largement intact. Les boucles étaient ternies mais fonctionnelles. C'était un objet étrange et solitaire à trouver dans un endroit aussi sauvage. Leur pensée initiale était qu'ils devraient simplement le laisser, mais cela semblait mal. C'était un débris artificiel important dans un environnement autrement immaculé. Ils prièrent la décision de le sortir. C'était un fardeau encombrant et gênant en plus de leur propre équipement. Et la randonnée de retour à leur véhicule les mena bien dans la soirée. Le lendemain matin, ils conduisirent au poste de rangée de Sugarland. Ils portaient le sac à dos rouge et le posaient sur le comptoir d'accueil, expliquant où ils l'avaient de trouver. Le rangé de service était un homme plus âgé aux yeux fatigués et un badge nominatif qui disait H. Il écouta patiemment leur histoire, hochant la tête, alors qu'ils décrivaient l'emplacement isolé et la difficulté de l'extraction. Mais alors qu'il regardait le sac à dos, un éclair de quelque chose changea dans son expression. Un souvenir profond et dormant s'agitait. La nuance spécifique de rouge, la marque. Il avait vu ce sac à dos auparavant. Pas en personne, mais sur une photographie. Une photographie qui avait été collée au-dessus de son bureau pendant la majeure partie d'une année. Il y a 5 ans. Une photo d'un homme souriant, avec un chapeau vert, et un bébé aux yeux larges et curieux. Le ranger Valérie Sache ressentit un frisson froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation de la station. Il se tourna vers son ordinateur, ses doigts bougeant avec un but soudain et urgent. Il navigua dans les archives numériques jusqu'au dossier d'affaires non résolu. Il tape un nom, T-A-N-A-K-A. Le dossier s'ouvrit, et la première chose qui apparut à l'écran fut le selfie. Kaito et Luna, et sur le dos de Kaito, le porte-bébé rouge vif. C'était une correspondance exacte. Il regarda de l'écran à l'objet taché debout et usait sur son comptoir et retour.
Où avez-vous dit avoir trouvé ça? Demanda-t-il sa voix basse et sérieuse. L'affaire froide n'était plus froide. Elle venait d'être rouverte en grand par 2 étudiants en géologie qui avaient simplement décidé de ne pas laisser un déchet derrière eux dans la nature sauvage. La redécouverte du porte-bébé rouge envoya une charge électrique à travers les couloirs silencieux du service des parcs nationaux et les agences locales d'application de la loi qui avaient été dédées dans l'affaire originale. Un objet disparu depuis 5 ans avait matérialisé dans l'un des coins les plus reculés du parc. C'était le premier lien tangible avec Kaito et Luna Tanaka depuis le jour de leur disparition. Le sac à dos fut immédiatement traité, non pas comme un bien trouvé, mais comme une preuve critique. Il fut soigneusement emballé, étiqueté et transporté au laboratoire médico-légal du bureau d'enquête du Tennessee à Knoxville. L'affaire fut assignée au Dr Elara Vance. Elle n'était pas une scientifique médico-légale typique. Sa spécialité était une intersection unique d'anthropologie, médico-légale et de sciences des matériaux. Elle était la personne qu'on appelait quand le comment et le quand étaient en tout aussi importants que le quoi. Son laboratoire ressemblait moins à une unité de scène de crime et plus à une installation de recherche universitaire remplie de microscopes, de spectromètres de masse et de chambres à température contrôlée. Elle était chargée de faire raconter son histoire au sac à dos. Qu'avait-il traversé? Où avait-il été? Et pendant combien de temps? Le Dr Vance et son équipe commencent un examen méthodique et minutieux. Ils photographièrent chaque angle, chaque tache, chaque déchirure. Ils prirent des échantillons microscopiques du tissu en nylon, de la couture en polyester, du rembourrage en mousse à cellules fermées et des boucles en plastique. Ils analysèrent la saleté et la matière organique trouvée piégée dans ces coutures. Ce n'était pas un processus rapide. C'était une déconstruction scientifique lente. Alors que les résultats des divers tests commençaient à arriver, une image déroutante et profondément contre-intuitive commença à émerger. L'hypothèse initiale, tenue par tout le monde, y compris le rangé RH, était que le sac à dos avait été coincé dans cette crevasse rocheuse pendant toute la période de 5 ans. Cela semblait la seule explication logique. Mais la science racontait une histoire différente. La première anomalie était l'analyse de la dégradation UV. La couleur rouge vive du sac à dos, bien que décolorée, était beaucoup trop brillante. L'équipe du Dr Vance a utilisé un spectromètre pour mesurer la décomposition chimique des colorants dans les fibres de nylon. Ils ont comparé les résultats à des modèles exemplaires du même matériau, qui avaient été soumis à une exposition contrôlée et à long terme à la lumière du soleil. La conclusion était inéluctable. Le sac à dos avait vu, au maximum, plusieurs mois de lumière directe du soleil, pas 5 ans. S'il avait été dans cette crevasse exposée de haute altitude, pendant une demi-décennie, le rayonnement ultraviolet implacable du soleil aurait blanchi le rouge en un rose pâle et délavé ou orange. Puis vint l'analyse de la résistance à l'attraction du tissu. Les sangles en nylon et les coutures, tout en montrant une certaine usure, étaient encore remarquablement solides. Une exposition à long terme aux éléments, le cycle de gel et de dégel, l'humidité constante, le vent, auraient rendu les fibres synthétiques cassantes. Pourtant, les échantillons du sac à dos conservaient une quantité surprenante de leur intégrité originale. Ils n'avaient pas été soumis à 5 ans de conditions météorologiques difficiles des Appalaches. La preuve la plus convaincante provenait du rembourrage en mousse à l'intérieur des bretelles et de la ceinture de hanche. Le Dr Vance a coupé une petite section discrète de l'intérieur du rembourrage. Il était presque parfaitement conservé. Il n'y avait aucun signe de la décomposition microbienne, de la moisissure ou de l'engorgement d'eau qui serait inévitable s'il avait été assis dans une crevasse humide, trempé à plusieurs reprises par la pluie et la fonte des neiges. La structure interne de la mousse était sèche et stable.
Le Dr Vance a compilé ses conclusions dans un rapport qui a envoyé des ondes de choc à travers l'enquête renouvelée. Elle a déclaré avec un degré élevé de certitude scientifique que le sac à dos n'aurait pas pu être dans cette crevasse rocheuse pendant 5 ans. Ce n'était tout simplement pas possible. Les preuves physiques étaient claires et sans ambiguïté. Pendant la grande majorité du temps où Kaito et Luna étaient de portée disparue, le sac à dos avait été conservé dans un environnement protégé. Un endroit sombre, sec et avec une température relativement stable. Cette révélation a complètement bouleversé l'enquête. La crevasse n'était pas le lieu de repos final. C'était un point de livraison. Le sac à dos n'avait pas été à l'endroit de la découverte. Il avait été transporté là. Mais comment? L'emplacement était éloigné, inaccessible. Aucune personne ne l'aurait porté là-bas, juste pour le coincer entre deux rochers. La réponse devait résider dans une force de la nature. Les enquêteurs, dirigés par un ranger Ash perplexe, se sont tournés vers un autre groupe de scientifiques. Les propres météorologues et hydrologues du parc. Ils ont posé une nouvelle question. Y avait-il un événement naturel qui aurait pu déplacer un objet de cette taille et de ce poids et le déposer dans cette crevasse spécifique? L'équipe a commencé une recherche exhaustive des archives météorologiques de l'année passée, cherchant des événements météorologiques extrêmes localisés dans ce secteur du parc. Ils l'ont trouvé. 4 mois avant la découverte du sac à dos, fin mars 2023, un orage massif et lance était arrêté au-dessus des hauts sommets. L'orage avait déclenché un déluge, un événement de pluie unique, en une génération qui avait déversé près de 8 pouces de pluie en seulement 3 heures. Les archives du parc étaient remplies de rapports sur les conséquences. Sentiers emportés, passerelles détruites, épreuves de crues éclairs, puissantes dans des zones normalement sèches. La théorie de l'inondation commença à se cristalliser. C'était la seule explication qui correspondait à tous les faits. Le sac à dos avait été stocké, en toute sécurité, dans un endroit protégé pendant des années. Puis, gai l'orage est arrivé. Les eaux de crues éclairs, un torrent déchaîné et puissant, ont dû déchirer sa cachette, l'arrachant de son sanctuaire. L'inondation l'aurait emporté en aval, le faisant dégringoler à travers la nature sauvage avec des rochers, des bûches et d'autres débris. Jusqu'à ce que, alors que les eaux se retiraient, il soit violemment coincé dans la crevasse étroite où les étudiants en géologie l'avaient dû y trouver. Cette nouvelle compréhension a tout changé. L'emplacement de la crevasse n'était plus la fin du sentier, c'était le début d'un nouveau. Le mystère n'était plus qu'est-il arrivé à Kaito et Luna, mais où ce sac à dos a-t-il été caché pendant 5 ans? La recherche avait une nouvelle direction. Il devait arrêter de regarder le sol et commencer à regarder l'eau. Il devait penser comme une inondation, retrasant le chemin de l'eau en arrière, en amont, depuis le point de découverte, dans le cœur sauvage et inconnu des montagnes. La théorie de l'inondation, aussi radicale qu'elle paraissait, était la seule qui réconciliait l'analyse médico-légale du Dr Vance avec la découverte du sac à dos. Elle transformait l'enquête d'une affaire froide en un puzzle hydrologique actif. Le porte-bébé rouge n'était plus seulement une pièce à conviction. C'était un marqueur de dérive, un messager silencieux livré par un événement météorologique cataclysmique. Le défi était maintenant d'inverser l'ingénierie de son voyage. Le ranger Valerius Sachs a assemblé une équipe spécialisée, non pas de pisteurs, mais de géologues et d'hydrologues du parc. Des scientifiques qui comprenaient le pouvoir violent et créatif de l'eau dans un paysage de montagne. Leur première étape fut de déplacer leurs opérations d'une table de cartes traditionnelle à un terminal informatique haute puissance. En utilisant des données détaillées de détection et télémétrie par la lumière, LIDAR, qui fournissent un modèle 3D hyper précis du terrain, ils ont commencé à reconstruire numériquement la crue éclair. Ils ont alimenté l'ordinateur avec toutes les variables connues, l'emplacement de la crevasse où le sac à dos a été trouvé, les données de précipitation de la tempête de mars
les niveaux de saturation du sol et la topographie connue de la région. L'objectif était de créer une simulation sophistiquée qui pourrait modéliser les chemins d'écoulement probables des eaux de crue. C'était une nouvelle frontière pour une affaire de personnes disparues. Il ne cherchait pas des empreintes de pas ou des anneaux de feu de camp. Il cartographiait la dynamique des fluides. Les modèles informatiques ont commencé à générer des diagrammes complexes et ramifiés qui ressemblaient aux veines d'une feuille, les superposant sur la carte topographique. C'étaient les rivières fantômes potentielles qui avaient fait rage à travers le parc pendant quelques heures courtes et violentes. Chaque ligne représentait un chemin que le sac à dos aurait pu prendre. L'équipe a travaillé pour réduire les possibilités. Ils ont calculé le poids et la flottabilité du sac à dos gorgé d'os en tenant compte de sa tendance à s'accrocher ou à dégringoler plutôt qu'à flotter librement. Cela leur a permis d'éliminer des centaines de chemins d'écoulement plus petits et moins puissants. L'objet était suffisamment lourd pour qu'il ait probablement été transporté par un canal principal à haute vitesse. Lentement, minutieusement, le réseau de possibilités a commencé à se rétrécir. Après des jours, à exécuter des simulations et à recouper les données, les modèles pointaient régulièrement vers une source spécifique. Un bassin de drainage accidenté aux parois abruptes à plusieurs kilomètres en amont du site de découverte. C'était un bassin versant en forme de bol, un entonnoir naturel pour l'eau de pluie, connu sur les anciennes cartes du parc, sous le nom sinistrement descriptif de bassin du chagrin de la veuve. La zone était un cauchemar de cartographes, un chaos de falaises, d'éboulements et de végétation presque impénétrable. Le rang GH sentit un œuf se serrer dans son estomac alors qu'il regardait la zone ciblée sur la carte. Le bassin du chagrin de la veuve avait été à la périphérie la plus externe de la grille de recherche originale en 2018. Il était si loin du sentier prévu de Kaito et le terrain était si notoirement difficile qu'il avait été jugé comme une zone de recherche improbable. Une équipe avait fait un survol rapide en hélicoptère, mais ils n'avaient rien vu, et les équipes au sol n'y avaient jamais été envoyées. La probabilité que Kaito, un randonneur expert avec un enfant, se retrouve dans un endroit aussi punitif et éloigné, avait semblé astronomiquement faible. Mais l'eau ne mentait pas. Le chemin de l'inondation était une conclusion scientifique claire et indéniable. L'attention de toute l'opération s'est déplacée avec une intensité soudaine et palpable. C'était leur chance. C'était peut-être leur dernière chance. Le rang GH a commencé à assembler une nouvelle équipe au sol, mais cette équipe était différente de l'effort bénévole à grande échelle d'il y a 5 ans. Il a sélectionné à la main un petit groupe des spécialistes les plus élites du parc, un expert en escalade technique, un ambulancier de nature sauvage et une poignée de rangers chevronnés de l'arrière-pays qui étaient aussi à l'aise sur une face rocheuse verticale que sur un chemin pavé. Leur mission était redéfinie. Ils ne cherchaient en plus une personne dans une zone générale. Ils cherchaient un type d'endroit spécifique dans une zone scientifiquement définie. Leur nouvel objectif principal, comme Ash les a informés, était de localiser la cachette originale du sac à dos. Pensez comme un survivant, leur a-t-il dit, sa voix grave, si vous étiez blessé, si vous deviez vous mettre à l'abri des éléments avec un enfant, où iriez-vous? Nous ne cherchons pas n'importe où, nous cherchons un abri. Une grotte, un surplomb profond, un abri rocheux protégé, un endroit sombre et un endroit sec. Armés des nouvelles cartes hydrologiques et d'un sens du but renouvelé, bien que sombre, l'équipe se prépara à s'aventurer de nouveau dans les Smokies. Ils se dirigeaient vers le bassin du chagrin de la veuve, une zone que l'enquête originale avait rejetée. Poursuivre le fantôme d'une inondation jusqu'à sa source. Ils cherchaient l'endroit où le sac à dos rouge avait attendu en silence pendant 5 longues années. L'entrée dans le bassin du chagrin de la veuve était ardue.
Il n'y avait pas de sentier ici, pas même de faibles pistes de gibier. L'équipe se déplaçait dans un monde qui semblait activement hostile au passage humain. Ils grimpaient sur d'énormes rochers glissants recouverts de mousse ancienne, poussaient à travers des fourrés claustrophobiques de lauriers de montagne et descendaient en rappel, de courtes falaises abruptes, dans des lits de ruisseaux obstrués de débris. Chaque pied de progrès était mérité. L'air était épais de l'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition, un parfum primordial qui semblait intact par le temps. Les cartes hydrologiques guidaient leur direction générale, les maintenant dans le canal de drainage principal de l'inondation. Mais le micro-terrain exigeait une improvisation constante. Ils ont concentré leurs recherches sur les formations rocheuses bordant le bassin. Ils cherchèrent les caractéristiques géologiques spécifiques qui pourraient offrir un refuge. Grottes de solution creusées par l'eau, renfoncements profonds sous des rochers tombés et corniches abritées par des surplombes naturelles. Pendant 2 jours, ils n'ont rien trouvé. Ils ont exploré une douzaine d'alcôves, peu profondes, et de petites grottes. Mais toutes étaient humides, exposées, ou ne montraient aucun signe d'habitation humaine. L'optimisme qui avait alimenté le début de la mission commençait à décliner sous le péage physique et mental de la recherche. Le 3e jour, l'équipe travaillait le long de la base d'une phase de falaise de granit abrupte de 100 pieds. Un rideau de rhododendrons noueux et anciens, épais comme un mur, poussait contre la roche. C'était le genre de caractéristiques que la plupart passeraient, supposant que c'était de la végétation solide. Mais l'un des rangers les plus jeunes, un homme nommé Léo, avait un œil de grimpeur pour les variations subtiles dans la roche derrière la verdure. Il pensait avoir vu une ombre, une tache d'obscurité plus profonde derrière les feuilles qui ne semblaient pas correctes. « Attendez, aplatie, pointant du doigt, quelque chose là-bas. » Il leur a fallu 10 minutes à 2, avec des machettes pour tailler un chemin étroit à travers l'enchevêtrement dense et ligneux de rhododendrons. Alors qu'ils coupaient les dernières branches, ils révélèrent une ouverture sombre et étroite, dans la face de la falaise d'environ 4 pieds de haut. C'était un véritable abri rocheux, une fissure horizontale dans le granit, son entrée presque parfaitement dissimulée par la végétation épaisse. Le sol de l'abri était à environ 5 pieds au-dessus du sol du bassin sur un rebord naturel. Il était sec. Le ranger H sentit une montée d'adrénaline. C'était le bon type d'endroit. Il fut le premier à se hisser sur le rebord et à regarder à l'intérieur. L'abri n'était pas profond. Peut-être qu'un spire de l'avant à l'arrière et environ 20 pieds de large. L'air à l'intérieur était frais et immobile. Alors que ses yeux s'ajustaient à la faible lumière filtrant par l'ouverture, il le vit. Dans le coin le plus reculé de l'abri, disposé d'une manière indéniablement humaine, se trouvaient les restes squelettiques d'un homme adulte. La scène était sombre et étrangement paisible. Le squelette était principalement intact, positionné sur le côté comme dans le sommeil. Il n'y avait aucun signe de lutte, seulement un calme profond. Un examen rapide et respectueux par l'ambulancier de l'équipe révélait des fractures catastrophiques au fémur droit et au bassin, des blessures compatibles avec une chute d'une hauteur significative. L'histoire commençait à se raconter d'elle-même. Kaito était probablement tombé du sommeil de la falaise au-dessus, avait survécu et, avec ses dernières réserves de force et d'expertise, s'était traîné dans cet abri caché pour échapper aux éléments. Ici, il avait finalement succombé à ses blessures. Une comparaison ultérieure avec les dossiers dentaires fournirait la confirmation définitive et déchirante. Les restes appartenaient à Kaito Tanaka. L'équipe a mené une recherche lente et respectueuse du petit espace. Ils ont trouvé les restes en lambeaux des vêtements de Kaito et le cadre métallique rouillé de son sac à dos, à armatures internes, sont issus depuis longtemps consommés par les insectes et les rongeurs.
Mais de Luna, ou du porte-bébé rouge, qui avait commencé ce dernier chapitre, il n'y avait aucun signe. L'abri contenait l'histoire des derniers jours de Kaito, mais il semblait que le sort de Luna était un chapitre séparé et toujours manquant, alors que l'équipe médico-légale commençait son travail méticuleux, documentant et collectant soigneusement les restes. L'un des techniciens, tamisant la terre compactée du sol, près de l'entrée, sentit sa truelle frapper quelque chose de dur. Ce n'était pas une pierre. Il a soigneusement balayé le sol. L'objet était en métal sombre de corrosion et avait une courte poignée en bois. Alors qu'il le dégageait de la terre, il réalisa que c'était une sorte d'outil. C'était une petite houe, forgée à la main avec une lame distincte et courbée. Elle était lourde et grossièrement faite. Clairement pas une pièce d'équipement de randonnée moderne et légère. C'était un outil conçu pour creuser, pour faire levier. Le ranger est venu voir. Il s'agenouilla ses vieux genoux protestants et examina l'objet. La caractéristique la plus particulière était la poignée. Elle était enveloppée dans un motif complexe, presque décoratif, avec du ruban électrique vert décoloré. L'enroulement était précis et unique. H avait vu des milliers de pièces d'équipement dans sa carrière, légales et illégales, mais celle-ci était différente. Il fixa l'outil, une reconnaissance froide et naissante, s'insinuant dans son esprit. Il avait vu ce style exact d'enroulement auparavant. Il y a des années. Sur l'équipement qu'il avait confisqué à un couple local qu'il avait rencontré à plusieurs reprises pour des infractions au parc, des choses mineures, comme camper sans permis, mais il transportait de toujours des outils comme celui-ci. Ils étaient aux soupçonnés d'être des braconniers de ginseng. L'outil était une huaseng, un instrument utilisé exclusivement pour la récolte illégale de ginseng américain sauvage, une racine plus précieuse au poids que l'or sur certains marchés. Et elle n'appartenait absolument pas à Kaito Tanaka. La découverte de la huaseng brisa le récit de l'accident tragique. Kaito n'avait pas été seul. Quelqu'un d'autre avait été là dans cet abri. L'enquête, qui venait de trouver une résolution, était instantanément renaissante, avec une foule de nouvelles questions terrifiantes. Ce n'était plus seulement une mission de recherche et de sauvetage qui s'était terminée en tragédie. C'était devenu une scène de crime potentielle. La découverte de la huaseng fut comme une clé tournant dans une serrure dont personne ne connaissait l'existence. Elle modifia fondamentalement et irrévocablement le récit de la mort de Kaito Tanaka. Il n'était plus une victime solitaire de l'indifférence de la montagne. Il avait de la compagnie dans ses derniers moments. L'objectif de l'enquête pivota avec une vitesse donnant le coup du lapin d'une tragédie à un homicide potentiel, ou à tout le moins une affaire criminelle impliquant un défaut de porter secours. L'abri rocheux fut scellé, et une équipe médico-légale complète fut amenée par hélicoptère pour traiter chaque centimètre carré du site. La pièce centrale de preuve était là-haut. Dans l'environnement stérile du laboratoire, elle fut analysée pour les empreintes et la DNA. Mais des années dans le sol humide n'avaient donné rien de concluant. Sa vraie valeur résidait dans sa construction unique, spécifiquement la poignée. Le souvenir du Ranger Rack, de l'enroulement distinctif du ruban électrique vert, devint la piste unique la plus importante dans l'affaire renaissante. Il passa des heures dans les archives poussiéreuses de preuves du parc, tirant de vieux dossiers sur des braconniers connus et des individus cités pour des activités illégales dans le parc autour de la période de 2018. Le braconnage de ginseng est un commerce secret et souvent générationnel dans les Appalaches. C'est une affaire d'argent comptant, construite sur des connaissances locales et une profonde méfiance de l'autorité. Les braconniers sont notoirement difficiles à attraper. Ils connaissent les bois aussi bien que les Ranger Hatch.
se déplacent comme des fantômes et laissent peu de traces. Mais ils ont souvent des habitudes caractéristiques, une certaine façon de faire un nœud, une préférence pour une marque particulière de tabac sans fumée, ou dans ce cas, une façon unique d'envelopper une poignée d'outils. Après 2 jours à parcourir de la paperasse vieillissante et des polaroids décolorés d'équipements confisqués, Ash l'a trouvé, un dossier de 2016, une citation mineure pour un feu de camp illégal. Les sujets étaient un couple local, Quentin et Islam Fr. Agrafé au rapport était une photo de l'équipement qu'ils avaient avec eux. Un petit sac, une bouteille d'eau et un outil de creusage avec une poignée enveloppée dans le même motif exact de ruban électrique vert. C'était une correspondance indéniable. Les Myfers étaient de connus d'Ash, bien que pas pour quelque chose de majeur. Ils faisaient un parti du tissu de la région de familles farouchement indépendantes, souvent pauvres, qui vivaient à la périphérie du parc et voyaient parfois ces ressources comme les leurs. Ils avaient été soupçonnés de braconnage pendant des années, mais étaient trop intelligents pour être jamais pris avec une quantité importante de ginseng. L'enquête avait maintenant des noms. Une recherche dans les archives publiques a révélé que Quentin et Islam Fr. avaient brusquement vendu leur petite propriété louée et déménagé hors de l'État au printemps 2019, environ 6 mois après la disparition de Kaito et Luna. Le timing était profondément suspect. Cela ressemblait moins à une simple relocalisation et plus à une fuite. Les enquêteurs du bureau d'enquête du Tennessee ont pris le relais utilisant des traces numériques pour suivre le chemin du couple. Ils avaient d'abord déménagé en Virginie occidentale, puis dans un coin rural du Kentucky. Leurs traces n'étaient pas délibérément cachées, mais elles étaient de faibles, la trace de personnes vivant en marge, payant les choses en espèces et évitant la documentation officielle. Après plusieurs semaines de travail minutieux, ils ont été localisés. Les Myfers vivaient dans une petite maison délabrée au bout d'un long chemin de terre, dans un comté reculé de l'est du Kentucky. Et ils n'étaient là pas seuls. Les voisins ont rapporté que le couple avait une fille calme et timide d'environ 6 ans. Ils étaient mondes connus pour être intensivement, presque obsessivement, protecteurs envers elle. L'existence de l'enfant a envoyé une vague de spéculations tendues, presque insupportables, à travers l'équipe d'enquête. L'âge était juste. Était-ce possible? Était-il possible que Luna Tanaka ne soit pas morte, mais qu'elle ait vécu avec ce couple pendant 5 ans? La situation était maintenant extraordinairement délicate. Si l'enfant était Luna, une approche lourde et agressive pourrait être catastrophique pour elle. Elle n'aurait aucun souvenir de Kaito ou d'Akari. Les Myfers étaient, à toute fin utile, les seuls parents qu'elle ait jamais connus. Une séparation soudaine et violente pourrait infliger un nouveau traumatisme profond. Un plan fut soigneusement formulé. Ce serait une approche douce. Une petite équipe d'enquêteurs, y compris le Ranger Age, dont le visage familier et buriné pourrait être moins intimidant que celui d'un détective de la ville, ferait le voyage au Kentucky. Il n'irait sur passe avec des sirènes et un mandat. Il irait avec une question. Il frapperait à la porte, présenterait les faits tels qu'il les connaissait, et verrait comment les Myfers réagissaient. La pièce maîtresse de leur stratégie n'était pas une arme ou un mandat, mais un seul objet scellé dans un sac de preuves. La hache, à zinc, forgée à la main avec sa poignée distinctive enveloppée de ruban vert. Ils pariaient sur l'espoir que la vue de ce fantôme de leur passé serait suffisante pour briser 5 ans de silence. Le trajet vers l'est du Kentucky fut une affaire tranquille et tendue. Le paysage passa des pics aigus des Smokies aux collines ondulantes et usées du pays du charbon. La maison était exactement comme les dossiers la décrivaient. Une petite structure en planche blanche, au bout d'une allée de terre, creusée d'ornières, entourée de bois sauvages.
Quelques jouets rouillés étaient éparpillés dans la cour, envahis par la végétation. Alors que la voiture banalisée des enquêteurs s'arrêtait, un mince rideau bougea dans une fenêtre avant. Le ranger Ash, flanqué de 2 agents du TBI en civil, monta les marches en bois grinçantes et frappa à la porte. Après un long moment, la porte s'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne. Le visage d'un homme apparut dans l'espace, c'était Quentin Maiffer. Il était plus mince, Cash ne s'en souvenait. Son visage gravait d'un air de suspicion, fatiguée permanente. « On n'achète rien », dit Quentin sa voix plate. « On ne vend pas », répondit calmement l'un des agents. « Nous sommes ici pour parler d'un incident au Parc national, des Great Smoky Mountains, d'octobre 2018. » L'éclair de peur dans les yeux de Quentin était indéniable. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça fait des années qu'on n'y est pas allé. » Il essaya de fermer la porte, mais l'agent posa une main à plat contre elle, ne la forçant pas, mais la maintenant en place. De l'intérieur de la maison, une voix de femme appela aiguë d'anxiété. « Quentin, qui est-ce » Isla Maiffer apparut derrière son mari. Elle paraissait plus âgée que son âge, son visage pâle et tiré. C'est alors que le deuxième agent leva lentement et délibérément le sac de preuves transparent qu'il tenait. À l'intérieur, reposant sur un fond blanc stérile, se trouvait là-haut, à saigne. Le ruban électrique vert décoloré semblait briller d'une histoire non dite. L'effet sur Isla fut instantané et dévastateur. La couleur se retira de son visage, sa main vola à sa bouche, et un sanglot étouffé s'échappa de ses lèvres. Le mur de Denis soigneusement construit derrière lequel elle et son mari avaient dû vécu pendant 5 ans, s'effondra en poussière en ce seul moment. La posture de défi de Quentin s'effondra alors qu'il voyait la réaction de sa femme. Il décrocha la chaîne et recula en titubant dans le salon. Ash et les agents entraient. La maison était peu meublée, mais propre. Une petite fille, aux cheveux noirs et aux yeux larges et solennels, jeta un coup d'œil depuis une porte avant d'être doucement chassée par Isla. Ce fut Isla qui parlait en premier. Sa voix, un torrent de mots, retenu pendant une demi-décennie. À travers des sanglots déchirants, elle confessa toute l'histoire. Ils avaient été dans le bassin ce jour-là, creusant pour du ginseng, une bonne récolte qu'ils espéraient aller faire passer l'hiver. Ils étaient en train de faire leur bagage pour partir quand ils entendirent un cri. Pas un animal, mais un humain. Ils suivirent tout le son et trouvèrent Kaito à la base de la falaise, sa jambe pliée, un angle impossible, son visage cendré de choc et de douleur. Et à côté de lui, enveloppé dans sa veste, se trouvait le bébé, Luna pleurant de froid et de peur, mais miraculeusement indemne. Kaito, délirant et sachant qu'il était en train de mourir, les avait suppliés, pas pour lui-même, mais pour sa fille. « Sauvez-la » avait-il supplié, poussant le bébé vers eux. « S'il vous plaît, prenez-la, sauvez mon bébé. » Ils avaient en paniqué. Ils étaient là illégalement. Ils étaient allés terrifiés d'être impliqués dans sa mort, d'être envoyés en prison. Dans un moment de raisonnement désespéré et défectueux, ils prirent une décision. Ils prirent l'enfant. Ils prirent le porte-bébé rouge, qui contenait des couches et du lait maternisé. Ils laissèrent Kaito avec leur bouteille d'eau et s'enfuirent, sortant du bassin dans une terreur aveugle. Dans leur hâte, Quentin avait laissé tomber sa houe à 5 dans l'abri. Ils ne réalisèrent qu'elle avait disparu que lorsqu'ils étaient à des kilomètres de là. Ils conduisirent toute la nuit, le bébé silencieux aux yeux écarquillés sur le siège arrière. Ils se diraient qu'ils la déposeraient dans un hôpital ou une église, mais ils ne le furent jamais. Les jours se transformèrent en semaines. Ils étaient pauvres, sans enfants.
et était tombé dans un amour étrange et désespéré avec la petite fille qui était tombée dans leur vie. Ils lui donnèrent un nouveau nom, l'Elever, comme la leur, et vécurent chaque jour sous l'ombre de ce qu'ils avaient fait. Canton et Isla Mayfer furent placés en garde à vue sans résistance. Leurs filles furent doucement prises en charge par les services de protection de l'enfance, un spécialiste expliquant que ses parents devaient le partir pour un moment. Un échantillon d'ADN fut prélevé sur l'enfant et envoyé en urgence pour analyse. L'appel arriva à Akari Tanaka 2 jours plus tard. La voix, à l'autre bout de la ligne, lui dit que les restes de son mari avaient été trouvés. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement traiter cette vague de deuil ancien et familier, la voix lui donna une deuxième nouvelle impossible. Ils avaient retrouvé sa fille. Luna était vivante. L'affaire était officiellement résolue, mais pour Akari, un nouveau voyage profondément complexe ne faisait que commencer. Les retrouvailles dont elle avait rêvé pendant des années seraient avec une fillette de 6 ans qui ne la connaissait pas. Une enfant dont le monde entier était sur le point d'être bouleversé. La justice avait été rendue, mais la résolution était une mosaïque de tristesse et d'espoir. Un témoignage des conséquences durables et compliquées d'une seule décision, paniquée prise dans le cœur solitaire des Smoky Mountains. Sous-titre réalisé par la communauté d'Amara.org.